Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine de Sguardo et nous accueillons Alex Farina, bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio. On va parler de l'actualité, cette actualité qui fait la Corse et bien évidemment, pour démarrer cette semaine, on parle de Beauvau. Une actualité en effet qui nous amène à Beauvau, dans la nuit de Beauvau d'ailleurs, même au petit matin, avec des discussions et un consensus qui semble s'être dessiné entre les acteurs de l'île, sur un texte, sur aussi des lignes rouges. Maintenant, un débat qui va être porté au niveau de l'Assemblée nationale, puis au Sénat, qui sera avant tout voté en Assemblée de Corse. Et j'espère de mes voeux qu'on trouvera autour de ce texte un large vote majoritaire. Un large vote majoritaire qui s'est déjà dégagé, on va dire, entre la majorité territoriale, l'opposition nationaliste, Valérie Bozzi, Laurent Marcangeli aussi, qui s'est plutôt rallié sur ce texte. Et puis, à droite, il y a des voix dissonantes, celle de Jean-Martin Mondologne, et on a vu au Sénat avec une véritable levée de bouclier. Oui, d'abord, je remarque qu'il y a eu quand même un travail très constructif entre les différentes forces vives de l'île. Ensuite, Maria, aujourd'hui, ce n'est pas un gros mot de parler d'autonomie. On se rend compte que dans le bassin méditerranéen, les îles ont un statut d'autonomie. C'est ni effrayant, ni aberrant de faire la loi au plus près. Nous avons les moyens de le faire. Et également de pouvoir adapter une norme qui serait obsolète. Donc, à ce stade-là, moi, je ne vois pas d'écueil. Ensuite, je suis favorable à une autonomie, personnellement, parce que je trouve que nous avons des spécificités, nous avons une culture, nous avons une histoire, nous avons une identité, bien entendu, toujours, pour moi, me concernant dans la République française. Je suis donc favorable à ce principe d'autonomie. Par contre, je serais plutôt défavorable à une autonomie de principe, c'est-à-dire celle du symbole. Et c'est à ce titre-là que moi, j'émettrai quelques réserves. Quel type de réserve? Quelques réserves, pourquoi? Tout d'abord, je vais rappeler que le dernier statut de la Corse date de 2017, c'est-à-dire la fusion des 3 collectivités. Pour quel bilan? Sommes-nous aujourd'hui satisfaits? Est-ce que la problématique des Corses, le quotidien des Corses s'est amélioré? Avons-nous la possibilité d'engranger d'autres compétences alors que nous sommes parfois déficients, voire lacunaires sur la gestion de notre collectivité? Je ne sais pas. Des conseillers de l'exécutif, d'anciens conseillers exécutifs qui sont aujourd'hui dans l'opposition, se sont posé la question lors du débat d'orientation budgétaire. La situation financière est assez critique. Nous étions aux alentours de 480 millions d'euros de dettes en 2018. Nous en sommes aujourd'hui, en 2024, à plus d'1 milliard. Pourquoi? Lorsque proportionnellement je rapporte ça au quotidien des Corses, y a-t-il une évolution du quotidien du quotidien de leur vie face à cette augmentation de la dette? Donc, à ce stade-là, je me pose la question. Il y a des secteurs sur lesquels nous sommes déjà autonomes. Je vais parler du plan de déchets. Nous sommes autonomes, nous sommes en 2024, nous enfouissons toujours nos déchets. Concernant les transports, les Corses ont déjà payé le prix cher, le prix de notre DSP. Et à travers, je vais dire, un système, un jeu d'équilibriste, nous avons à peine réussi à conserver notre compagnie nationale aérienne. Donc, je reste tout de même prudent. Alors justement, sur cette autonomie se pose le problème de l'autonomie législative, le pouvoir normatif. On a vu que ce pouvoir d'adaptation que l'Assemblée de Corse possède à aujourd'hui Ouais, ne fonctionne pas, puisque Paris retoquait systématiquement et encore exactement. ne répondait pas. Vous, vous êtes plus pour une autonomie législative, vous êtes pour adapter la norme dans quelle mesure? Moi, je suis pour une autonomie législative, bien entendu. Aujourd'hui, c'est faire la loi qui compte, adapter nos spécificités. Nous sommes des élus de terrain, je le répète, même dans mon mandat municipal. Nous sommes, je pense, les plus à même d'adapter nos lois et de savoir ce qui est bon ou pas pour notre territoire. Après, je vous avoue sincèrement, vous savez, je suis sur le terrain du 1er janvier au 31 décembre, je rencontre énormément de Corses, nous en discutons. Malheureusement, ce débat institutionnel, il revient rarement dans les discussions, donc il faut peut-être que plus de personnes l'appréhendent, peut-être mieux l'expliquer. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, les Corses me parlent de la vie chère, me parlent de l'accès à l'emploi, me parlent de l'accès au logement. À ces Corses-là, est-ce que je vais les regarder droit dans les yeux, comme parfois le font certains conseillers territoriaux, en leur disant que l'autonomie qui nous rend heureux va tout solutionner, en récitant un peu leur catéchisme? Moi, je ne sais pas aujourd'hui, je ne peux pas leur répondre ça. Merci beaucoup Alex Farine. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, nous recevons le premier adjoint au maire d'Ajaccio, Alex Farina. Bonjour. Bonjour Maria. On parlait de l'autonomie avec, on l'a vu, deux positionnements à droite.
Oui, de positionnement à droite, ça prouve déjà, j'ai envie de dire que le groupe vit bien. C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer, il y a des divergences. Il y a aujourd'hui des gens de droite qui sont autonomistes, des gens de droite qui sont, on va dire, très ancrés républicains. Ça n'empêche en rien que nous pouvons échanger à ce sujet-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, allez, on va dire qu'il faut aller dans le sens de l'histoire. Puis les Corses se sont quand même principalement exprimés lors des derniers suffrages. Ils ont voté majoritairement en 2015, en 2017, en 2021 pour des candidats nationalistes, autonomistes, au moins autonomistes. Alors, ils les ont votés pour gérer une collectivité, pas sur un programme d'autonomie. Mais je veux dire aujourd'hui... Il y avait quand même dans le programme des groupes nationalistes cette notion d'aller vers l'autonomie, voire pour certains vers l'autodétermination. Bien sûr. Aujourd'hui, par contre, il y a un texte qui est clair et le président de la République est venu en septembre dernier et a énoncé certaines lignes rouges. Ces lignes rouges ne seront, on l'a bien compris, pas franchies. Le ministre de l'Intérieur l'a répété. Donc voilà, ce sera ensuite à eux de juger si c'est de l'autodétermination ou de l'autonomie. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on est prêt à aller dans ce processus d'autonomie parce que nous sommes des élus représentatifs de notre territoire et je pense que nous savons ce qui est à même de faire. La co-officialité de la langue, vous êtes plutôt sur le positionnement de Laurent Marcangeli il y a quelques années. Vous êtes plutôt pour ou ça constitue, comme pour le gouvernement, une ligne rouge pour vous? La co-officialité de la langue corse, c'est toujours pareil, la culture, notre identité. Nous sommes des fervents défenseurs. Moi, je suis français, mais je suis avant tout corse. Nous avons une langue. Moi, la langue, je pense qu'il faut qu'elle vive, parce qu'elle fait partie de notre identité, parce que c'est l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Donc moi, je suis favorable à une co-officialité. Ensuite, je pense que c'est peut-être pas le thème le plus à même d'être débattu sur le prochain statut. Vous pensez, certains pensent que justement c'est le cœur de tout, la langue, c'est le cœur d'un peuple finalement. La langue, écoutez, si aujourd'hui vous me dites dans la rue, alors qu'on l'enseigne, ce qui n'était pas le cas avant, aujourd'hui on l'enseigne, on fait de la communication autour de la langue, j'ai l'impression qu'on la parle de moins en moins. La langue, c'était nos anciens qui nous l'ont appris, on l'apprenait à la maison, on l'écrivait peut-être pas forcément, moi je ne l'écris pas, par contre je la parle. Donc voilà, il faut aussi voir la réalité en face et en prendre acte. Le statut de résident. Statut de résident, c'est toujours pareil. Il y a des lignes rouges aujourd'hui. On ne peut pas spéculer. Le président de la République l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a répété. Il y a ces lignes rouges. Il n'y a pas deux types de citoyens en France. Et c'est ce qu'ils ont signé lors de ce consensus. C'est sur le texte. Il y a des lignes rouges. Et nous l'avons bien entendu qu'ils ne comptent pas en être autrement. Vous pensez que cette autonomie, ce texte d'autonomie sera suffisant, vous disiez finalement, pour améliorer le quotidien des Corses qui ont du mal à se loger, qui ont du mal qui luttent contre la spéculation immobilière? Ouais, je vais me répéter. Les Corses aujourd'hui, ils parlent de la cherté de la vie, ils parlent de l'emploi, de l'accès au logement. Je vous dis, ce débat institutionnel, on le voit bien, il ne fait pas vibrer les foules. Par contre, aujourd'hui, il est là. Maintenant, vous dire et dire aux Corses que ça va changer leur quotidien, je serais peut-être un peu opportuniste ou peut-être même un menteur de leur dire. Il faut voir. Moi, aujourd'hui, je m'inquiète voilà, de cette cherté de la vie et je suis plutôt prudent. Il y aura aussi un débat qui sera devant le Parlement. On a vu son plus haut représentant s'exprimer dessus. C'est pas gagné. C'est pas, voilà, il n'est pas dithyrambique. Maintenant, par contre, il faut aussi prendre en compte ce que disent les Corses. Et aujourd'hui, grâce à ce large consensus, nous avons, on va dire, une voix qui pèse plus. Le président de l'exécutif a dit au sortir de cette réunion, nous sommes en demi-finale. Bon, je vais rester dans cette métaphore sportive, vous savez, vous connaissez mon passé, j'ai fait énormément de sport. Moi, je dirais plutôt qu'on sort des poules, qu'on en sort laborieusement, qu'on a été aidé par l'arbitre, parce que le ministre de l'Intérieur a fait preuve d'énormément de volontarisme. Et je pense qu'il nous a aidés à travers ce processus. Il nous a réunis, il est venu, je dirais, ramasser les copies une première fois en anticipant le repas décisif où il nous a orientés sur un texte pour qu'ensuite, lors de ce deuxième repas, nous concluions à ce texte. Donc aujourd'hui, voilà, la Corse, elle ne se fera pas par incantation, Maria. La Corse, elle se fera par du travail. Le référendum, avant ou après la loi organique? Le référendum, c'est aussi un vaste statut, mais un référendum national, un référendum insulaire, non, moi je pense qu'il faut le faire avant. Avant, donc très prochainement. Oui, bien sûr, bien entendu.
d'abord solliciter les Corses, puis ensuite arriver devant l'Assemblée nationale, puis ensuite devant le Parlement. Merci beaucoup, Alex Farine. Merci à demain. à vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alex Farine. Bonjour Maria. Vous êtes notre invité cette semaine, premier adjoint au maire d'Ajaccio. On va parler de la situation dans la cité impériale et notamment du plan de circulation et de l'urbanisation. On dit aujourd'hui, on entend que c'est compliqué de circuler, de se garer en centre-ville d'Ajaccio. Alors la circulation, j'ai envie de vous dire que malheureusement, et je le répète assez souvent, la ville n'a pas la compétence, on va dire, de la voirie. C'est-à-dire que, et je le constate, il y a eu au cours des dernières années, on va dire, des territoires qui ont été beaucoup mieux dotés en termes d'infrastructures routières, beaucoup plus désenclavants, va-t-on dire. Aujourd'hui, nous sommes, face à une réalité. Ajaccio n'a pas été doté au cours de ces dernières années concernant cette offre de voirie à l'entrée de ville, et je le déplore. C'est une compétence qui ne revient pas à la ville, c'est une compétence qui est plutôt du domaine de la collectivité de Corse. Alors, il y a certains quartiers, vous le disiez, mais certains quartiers qui dépendent de la ville, puisque l'aménagement de ces quartiers dépend de la ville. On peut penser à l'avenue Noël Franchini, forcément, qui... Oui, mais l'avenue Noël Franchini appartient à la collectivité de Corse. Appartient à la collectivité de Corse. Mais son aménagement, la ville est impliquée dans son aménagement. Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, nous avons, grâce à la Banque des territoires... On ne parle pas juste du bitume, on parle... Bien entendu, oui. Alors, l'urbanisation d'Ajaccio, je vais vous dire, j'ai visité, j'ai eu la chance de le faire et j'incite les Ajacciens à le faire. Je me suis rendu au SIAP, au Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. C'est un outil formidable parce que nous voyons, à travers cet outil, l'évolution du bâti ajaccien et de cette urbanisation. Nous nous rendons compte que dans les années 60, même après-guerre, il y a eu une urbanisation, une croissance démographique qui a explosé. Dans les années 2000, cette urbanisation, elle s'est étendue vers l'est de la ville, avec la création de nouveaux quartiers, les Cannes, les Salines, le Finosile. Et je l'avoue, au début des années 2000, avec une absence des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a laissé se développer des quartiers avec pas les infrastructures, pas les moyens aussi, pas d'équipement, pas de commerce de proximité. On a enclavé ces quartiers. Il y a eu une rupture aussi avec la mer. Ajaccio, qui est une ville sur la mer, on se rend compte qu'il a fallu attendre l'ANRU pour désenclaver les Cannes et l'ouvrir à la mer. Donc il y a eu vraiment, aujourd'hui, la politique, c'est un héritage, c'est un instant T. Nous, lorsque nous arrivons en responsabilité, nous avons l'obligation d'aménager notre territoire avec ce qui est déjà présent. Alors, vous parliez justement des pouvoirs publics qui n'ont pas toujours été là pour répondre à ces questions. Le maire d'Ajaccio disait à propos de cette avenue Noël Franchini, on y revient, que finalement il faut que la puissance publique redevienne décisionnaire. On a trop laissé ces quartiers aux investisseurs. Exactement, et c'est la volonté forte qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de se réapproprier notre foncier. À savoir qu'Ajaccio n'a pas énormément de foncier. Par contre, nous voulons nous réapproprier notre territoire et nous voulons l'aménager en fonction de notre plan de développement urbain. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous achetons la Miséricorde, lorsque nous récupérons cette emprise foncière, après tout, 20 millions d'euros, on aurait pu la laisser à des promoteurs. Non, la ville s'est engagée pour la récupérer, pour l'aménager autour d'un écoquartier, autour d'autres équipements. Nous faisons la même chose au Finosile. Alors oui, nous allons livrer cet équipement culturel qu'est le conservatoire de musique Henri Thomas, mais autour, nous allons pouvoir aménager un écoquartier selon la charte écoquartier, selon notre volonté, avec une accession dédiée à nos cibles. Voilà, ça c'est une véritable volonté politique de se réapproprier son foncier. Alors justement sur les permis de construire, parce que c'est là aussi que le bât blesse, les permis de construire qui sont attribués, ça, Laurent Marcangeli nous avait expliqué qu'en fait, il ne peut pas renoncer à attribuer ces permis de construire, mais est-ce qu'on peut demander des permis d'aménager particuliers dans ces quartiers de l'Est, aux Cannes, aux Salines, etc. Bon, ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir m'expliquer moi aussi, si Laurent l'a fait. Concernant un permis de construire, aujourd'hui, il y a des documents. Est-ce que le maire d'Ajaccio peut refuser un permis de construire s'il est conforme à son document d'urbanisme? Non. Qu'est-ce qu'il se passe? Le maire s'oppose. Il va au tribunal administratif, il est battu. C'est les Ajacciens qui payent, c'est le contribuable. Il y a, dans notre volonté politique aussi, en 2013, un PLU qui avait été établi. Lorsque Laurent Marcangeli est arrivé aux responsabilités en 2014, ils ont revu ce PLU. Il était beaucoup plus restrictif. 70% d'espace agricole conservé, 80 hectares de moins constructibles. Donc il y a eu une volonté de stopper cette urbanisation. Malheureusement, les constructions qui ont été actées avant se sont bien entendu construites. Donc aujourd'hui, les choses changent?
C'est ce que vous êtes en train de dire. On est plus exigeant sur les permis de construire parce qu'on ne peut pas refuser un permis, mais on peut demander certains aménagements. On a vu on peut demander un accès, on peut demander Bien entendu. une étude des sols qui n'est pas toujours faite. Exactement, exactement. Et puis on s'est confronté notamment à ce phénomène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la ville, nous avons créé un comité urbain dans lequel nous avons dernièrement, lors du conseil municipal, invité notre opposition à y prendre part pour pouvoir analyser et avoir vraiment cette vision, ce que c'est. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sensible, l'urbanisation, mais parfois on agite un peu le populisme, parfois les exactitudes et souvent les mensonges. Le patio, par exemple, on aurait pu éviter le désastre? Le patio, j'ai reçu les habitants du patio lors de ce drame, parce que c'est un drame lorsque des gens sont en dehors de chez eux aussi longtemps, on ne peut pas s'en satisfaire. Par contre, le patio, c'est un problème entre le terrassier et le promoteur. La ville, malheureusement, bien entendu, dans son pouvoir de police, lorsque nous avons pris les arrêtés, parce que nous avons jugé que la situation n'était pas conforme à pouvoir rentrer chez soi, nous sommes intervenus. Par contre, malheureusement, ça reste un problème entre promoteur et terrassier. Merci beaucoup, Alex Farine. À tout à l'heure. Bonjour, nous retrouvons Alex Farine. Bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio, on parlait ce matin de mobilité. Avant de parler d'urbanisation, le téléphérique, les travaux ont commencé. Le téléporté, pardon. Le téléporté, les travaux ont commencé. Ça va être un véritable atout. On se pose beaucoup de questions. Oui, les travaux vont même bon train. Le téléporté, c'est d'abord et avant tout un projet qui a été validé par les Ajacciens. Il était au programme des municipales 2020. Je vais me passer de rappeler le score. Puis ensuite, il y a eu une enquête publique où un commissaire enquêteur l'a justement validé comme un équipement désenclavant et structurant pour la ville d'Ajaccio. Mobilité douce, préservation des espaces agricoles autour, de la végétalisation bien entendu, parce qu'il se fait sur le mont Angelo, qui est aujourd'hui un mont à l'abandon, qui sera complètement réhabilité suite à ce grand projet de mobilité, avec un parc urbain. Et puis après, une problématique, la problématique de l'entrée de ville. On en revient toujours à ce que nous disons. On a laissé, sous d'autres mandatures, construire, derrière l'avenue Nouvelle-Franquine, un lycée, un hôpital, des logements, des grandes surfaces, sans la voirie. Aujourd'hui, la voirie, il faut savoir que c'est encore de la destruction d'espaces agricoles. Si demain, je fais une route à la place du téléporté, déjà c'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher. 1 kilomètre de route, c'est aux alentours de 10 millions, 11 millions d'euros. Le téléporté, c'est un projet vert, financé à 70% par l'État, titre du PTIC. Il est ce qu'il est, ce n'est pas la panacée. Par contre, dans un pôle multimodal avec un téléphérique, téléporté, le bus, la navette maritime, le vélo, là, ça prend tout son sens. Mais est-ce qu'il va être véritablement efficace? Écoutez, dans toutes les villes où il est installé, il est efficace. Moi, je vous répète la problématique que nous avons. 40 000 voitures par jour rentrent sur Ajaccio. Pratiquement 18-20 000 montent Franquigny. La question qui nous est posée, que fait-on pour réguler le trafic à cet endroit-là? En sachant, et je le répète, que nous n'avons pas été dotés d'infrastructures routières au cours de ces dernières années. C'est la vérité, c'est un cas. Ce n'est pas de notre compétence. Elle relève des compétences de la collectivité de Corse. Donc moi, je m'adapte. Aujourd'hui, ce téléporté, il marche de partout où il a été fait. Donc au bout d'un moment, pourquoi sommes-nous condamnés, je vais dire, à l'immobilisme? Non. Peut-être parce que les Ajacciens ne l'emprunteront pas. Je ne sais pas, la navette maritime non plus ne devait pas être empruntée, et pourtant on se rend compte qu'il y a 150 000 voyages par an. Donc vous savez, l'Ajaccien, lorsqu'il veut aller vite à son but, il va vite. Il va vite. Et ça pourrait être un outil, parce qu'il va falloir ensuite, vous parliez de transports multimodaux, il va falloir adapter aussi. Le téléporté tout seul ne pourra pas tout résoudre. Ce téléporté, vous l'avez dit Maria, vous l'avez brillamment résumé, c'est un outil qui va faire partie intégrante de notre projet d'aménagement d'entrée de ville. C'est-à-dire que ce téléporté fera partie d'un pôle multimodal sur lesquels se croiseront une voie de bus dédiée qui amènera les gens sur le cours Napoléon, une voie verte avec des vélos, la navette maritime. Voilà, aujourd'hui, il faut prendre en compte une réalité. Il y a trop de voitures en centre-ville. Il y a trop de voitures. On pourra faire les parkings que l'on veut. Vous l'avez vu, nous avons créé la Miséricorde, 300 places supplémentaires en ville. Nous allons faire l'expansion de la place du Diamant, du parking du Diamant, 200 places en ville. Pour moi, les parkings sont des aspirateurs à voitures. Vous le voyez aujourd'hui dans les foyers, des enfants 14-15 ans ont déjà des voitures sans permis. Donc,
C'est très compliqué de s'adapter. Par contre, nous, aujourd'hui, on apporte une solution, c'est le téléporter. C'est très compliqué de s'adapter, y compris chez nous, où souvent on habite à l'extérieur, où c'est un peu compliqué de se déplacer sans sa voiture, puisque les transports de services publics ne répondent pas à la demande. Exactement. Il y a toujours, en tout cas, nous, en tant que pouvoir public, nous devons être maîtres de notre ville, de notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est que les Ajacciens puissent rentrer en ville travailler, sans prendre des heures d'embouteillage. À cet endroit-là, c'est l'endroit où, on va dire, on rencontre le matin le plus de problématiques de déplacement. Nous l'avons identifié. Et puis, je vous répète, ça a été validé quand même par un commissaire enquêteur qui a jugé de l'utilité du projet. Et des Ajacciens. Alors ça, sur l'enquête publique, on avait vu une polémique autour du nombre de copies rendues. Ouais. Justement, d'abord, les Ajacciens l'ont validé. Ce projet, je le répète, lors de l'élection municipale 2020, il était à notre programme. Ensuite, l'enquête publique, il se trouve, et c'est avéré, elle a été dévoyée. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 7000 contributions, dont 5000 ont été émises par 6 adresses IP. Donc, je vous avoue qu'il y a un souci. Est-ce que sur ce téléporté, pour conclure, un des reproches qui est fait à ce téléporté, c'est un trajet trop court? Oui, donc ça veut dire que vous imaginez qu'il pourrait être plus long. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est pas moi qui imagine, hein, ce sont les Ajacciens. J'en doute pas. Merci beaucoup Alex Farine et à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alex Farine. Bonjour Maria. Notre invité cette semaine, premier adjoint au maire d'Ajaccio. On parle du golfe d'Ajaccio. Quel avenir pour le golfe d'Ajaccio? Il y a eu récemment une réunion, un colloque au Palais des Congrès d'Ajaccio sur l'avenir, y compris l'avenir de développement durable de ce golfe d'Ajaccio. La municipalité n'était pas présente, mais quel avenir pour ce golfe d'Ajaccio entre des grands coffres d'amarrage pour les grands yachts Soyons chauvins, déjà, le plus beau golfe du monde, qui a révolutionné un peintre maître de l'impressionnisme comme Henri Matisse, qui s'est inspiré du golfe d'Ajaccio. Donc nous vivons dans un cadre idyllique. Aujourd'hui, si vous voulez faire référence au coffre d'amarrage qui était porté par l'État, au titre du Fonds vert, c'était pour attirer un autre, on va dire, tourisme. C'était des coffres dédiés pour éviter que des yachts on va dire, ancre dans la Posidonie. Donc, c'était quelque chose qui était plutôt, on va dire, favorable à l'environnement. Mais moi, je le vois plutôt comme la sauvegarde de l'environnement, parce que les yachts venaient et justement s'ancraient directement dans la Posidonie. Aujourd'hui, ils avaient des secteurs à part entière où ils devaient venir s'amarrer. Donc, c'était plutôt, à mon sens, vertueux. Ensuite, on ajoute, je le répète, beaucoup les populismes sans s'informer. Non. L'État ne va pas prendre le risque de dénaturer l'environnement marin en mettant des coffres pour faire plaisir aux riches, aux milliardaires et aux croisiéristes. À aucun moment, l'accès à la plage n'a été remis en question. Ce sont des yachts qui sont à 300 mètres du bord et dans un périmètre autour de ce yacht à 300 mètres, on va dire qu'on n'a pas accès 100-150 mètres autour de ce yacht. Bon. On a des bons nageurs à Ajaccio. Je ne sais pas si c'est une question d'être partant ou pas, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel tourisme nous voulons. On a dit stop au tout-tourisme. Je l'entends. On dit stop au tourisme, on va dire un peu élitiste, parce que les gens qui arrivent avec des yachts à Ajaccio, ce sont des gens qui ont des moyens, des gens qui vont donc dépenser en centre-ville, qui vont aussi participer à l'attractivité commerciale. Donc moi, je constate aujourd'hui qu'on ne veut ni du tout-tourisme, ni de ce tourisme, on va dire, un peu bourgeois. Donc je m'interroge, mais il faut surtout peut-être interroger les commerçants ajacciens, ce qu'eux en pensent. Les commerçants ajacciens qui, pour l'instant, n'ont pas, par exemple, pour les croisières qui existent, qui ont des difficultés à se faire une idée, voire qui disent que ce n'est pas un tourisme qui rapporte beaucoup. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà entendu ces commerçants, parce que je me rends compte qu'il y a eu des réunions entre les croisières et les croisiéristes, entre les collectivités, entre l'État, avec les associations de préservation de la nature, ce qui est tout à fait normal. Par contre, il n'y a pas eu encore d'organiser ces rendez-vous avec les commerçants. Je ne suis pas sûr, Maria, que si nous passions dans la rue Fèche, Place Foch, Cours Napoléon, et qu'on dise aux commerçants, voilà, le tourisme et les croisières, c'est fini, je reste quand même prudent. On a du mal à voir cette étude qui devait être réalisée par la collectivité et par la Chambre de commerce. Alors nous, en tout cas, une chose est sûre, il y a d'abord le tourisme, puis ensuite il y a eu des paramètres de santé publique également qui sont remontés sur la table. Nous, bien entendu, nous nous soucions de la santé publique
des Ajacciens, de la santé, c'est tout à fait normal, c'est notre rôle. Même si le port de commerce appartient à la CCI, il le gère, et l'État a le pouvoir régalien sur la mer, c'est-à-dire le préfet maritime est en mesure ou pas de laisser accoster un bateau en Corse. Voilà. Nous avons convoqué déjà 2 tables rondes, une en 2019 et une en 2022, pour ramener le sujet sur la table, pour dire nous sommes prêts à mettre tout le monde autour et à discuter à ce sujet-là. Voilà. Aujourd'hui, nous attendons une charte de la collectivité de Corse concernant quel tourisme doit être bénéfique, prolifique pour la Corse. Merci beaucoup Alex Farine. À tout à l'heure, on se retrouve à la mi-journée. Merci Maria. Bonjour et bienvenue. Notre invité Alex Farine. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. On parlait de ces croisières. Ce matin, vous avez évoqué en fin d'interview cette fameuse charte qui porterait sur des navires propres et que uniquement ceux-ci auraient le droit de rentrer en Corse et de rentrer dans le golfe d'Ajaccio. C'est un peu ce qui se passe dans de très nombreux ports en Méditerranée, hors Méditerranée d'ailleurs, où les navires qui ne sont pas des navires propres n'ont plus le droit n'ont plus le droit de citer dans certains ports. Oui, on l'a vu. Après, je le répète, voilà, nous, la commune n'a pas la compétence pour choisir qui rentre ou pas dans notre port. Cela relève du régalien, pouvoir de la mer, du préfet de la mer. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes face à un constat. Nous nous préoccupons de la santé des Ajacciens, mais pas uniquement la santé confrontée aux émissions de dioxyde d'azote de ces cheminées de bateaux. Moi, je m'inquiète aussi de la santé des Ajacciens par rapport aux émissions de fumée du VAD, par rapport aux avions qui atterrissent tous les jours à Campo dell'Oro et par rapport aux 50 000 voitures qui rentrent tous les jours sur Ajaccio. Donc, effectivement, vous n'avez pas la compétence. 2 tables rondes qui ont été convoquées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez un retour sur cette charte verte, finalement? Alors aujourd'hui, où en est-on? Nous travaillons de concert avec la CCI, qui gère bien entendu le port de commerce, et eux ont avancé à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont commandé une étude qualitaire qui a rendu son verdict, on va dire. Qualitaire, ce que nous dit cette étude, c'est qu'au moment justement de cette phase d'étude, ils n'ont pas fait de lien entre la présence de ces bateaux dans notre port et une élévation, on va dire, de la toxicité de la pollution dans l'air. Voilà, ça c'est l'étude de qualitaire qui est fournie aujourd'hui, qui est contestée également par d'autres associations. Oui, puisque Qualitaire ne peut pas mesurer les particules ultra fines. Elle mesure les particules fines, elle ne peut pas mesurer les particules ultra fines qui sont souvent émises par ces bateaux. Exactement. Donc nous avons bien entendu conscience qu'il y a des échappées, des émissions, parfois des métaux lourds. Ce que nous voulons, et certains bateaux le font, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des normes. Il y a des bateaux qui ont adapté des systèmes de scrubber, c'est-à-dire qui rejettent tous ces métaux, on va dire, au large, et non plus dans les ports, dans les quais. Donc c'est déjà une avancée, des bateaux, on va dire, beaucoup plus vertueux, soucieux de l'environnement, de la transition énergétique. Donc nous sommes attachés à cela, et ce que nous voulons, lorsque nous sommes force de proposition, lorsque nous réunissons les acteurs autour de la table, c'est arriver à cette charte pour pouvoir définir qui doit rentrer ou pas, en sachant, voilà, on est aux alentours de 240 bateaux sur la saison qui rentre. Ça représente 400 000 passagers qui descendent sur nos côtes. Donc, ne pas opposer également l'attractivité, le commerce et, bien entendu, la santé et l'environnement, il en va de pair. Il faut arriver à trouver un équilibre entre économie et santé. Bien entendu, et nous y sommes favorables. C'est pour ça que lorsque nous initions ces tables rondes, nous voulons mettre tout le monde autour de la table. Pas seulement les associations de préservation de la nature, mais également les commerçants. Est-ce que, alors effectivement, ce n'est pas de la compétence de la municipalité, puisqu'on parlait donc de la préfecture maritime de la Méditerranée, mais est-ce qu'on peut imaginer un maire faire valoir son pouvoir de police pour dire finalement je ne veux pas parce que ça pollue, parce que ça rend malade des gens chez moi? Oui, Maria, on peut se faire plaisir. On peut voter une motion, comme le font d'autres dans certaines collectivités, et qui partira à la poubelle parce que, je le répète, l'autorité, le régalien, appartient à l'État au niveau de la mer. Quelles sont les prochaines étapes qui arrivent, les prochaines réunions qui sont prévues? Quel est le calendrier? Malheureusement, la prochaine étape qui arrive, malheureusement ou heureusement, c'est la saison. Donc déjà, il est encore trop tard pour rediscuter de ce sujet-là à cette période de l'année. Nous avons convoqué 2 fois ces tables rondes. Une fois en 2019, une fois en 2022. En 2023, nous en avons parlé en conseil municipal. Nous avons ressollicité tout le monde. Avec la CCI, nous travaillons main dans la main sur ce sujet-là. Je vous le dis, nous attendons cette charte de la collectivité de Corse qui devrait arriver. Merci beaucoup Alex Farine. À demain.
Merci. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Alex Farina. Bonjour. Bonjour Maria. Notre invité, premier adjoint au maire d'Ajaccio, on va parler d'une problématique qui touche malheureusement Ajaccio comme toute la Corse en général et le monde entier. C'est la problématique du trafic de stupéfiants, la problématique de la drogue. Qui touche, qui gangrène, j'ai envie de dire, qui fait énormément de mal à notre société, à notre jeunesse. Je le déplore. Nous sommes dans une société qui est quand même particulière. Lorsque je vois des jeunes sombrer dans la drogue, dans les drogues dures, bien évidemment, et je pense à ma jeunesse, aux fréquentations, à ce qui aurait pu se passer. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans les rues, on ne sait pas à qui ils ont affaire, donc ça fait peur. Nous, en termes de pouvoir public, j'ai envie de dire, nous avons, pour ce faire, travaillé sur le sujet. Nous avons créé avec la préfecture, avec le procureur, des GPO. Ce sont des groupes de partenariat opérationnels pour évoquer ces problématiques, cette délinquance autour d'une table, mettre tous les dossiers, je veux dire, sensibles, les quartiers qui sont aussi sensibles. Mais attention, il n'y a pas que des quartiers qu'on dit parfois populaires. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'île qui est touché. Pas Ajaccio, pas un quartier en particulier, l'ensemble de l'île. Sur ces GPO que vous évoquez, il y en a un qui a été particulièrement monté du côté du quartier des Cannes avec ces fameuses voitures ventouses, on va dire, qui servaient de point de deal. Il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là? Alors, j'ai envie de dire que ces GPO, oui, elles sont nées après les événements des Cannes. Par contre, je ne vais pas stigmatiser le quartier des Cannes parce que, bien entendu, je le répète, il y a de la drogue sur le cours Napoléon. Disons-le nous clairement. Ce qui s'est passé aux Cannes, ça a été tragique. Pourquoi? Parce que déjà, on constate qu'il y a des morts de ce phénomène. Voilà, il y a des gens qui décèdent de la drogue. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est le cas. Il y a des trafics qui sont démantelés depuis un certain temps maintenant, des grosses saisies de drogue, de cocaïne. Pourquoi les Cannes? Qu'est-ce qui s'est passé aux Cannes? Il s'est passé que l'été dernier, des agents municipaux, lors de l'exercice de leurs fonctions, ont été agressés. Des agents de la propreté urbaine. Lorsque c'est remonté jusqu'à nous, avec mon collègue et ami Charles Voglimach, élu à la sécurité et également à la propreté urbaine, nous n'avons pas pu laisser passer ça. Nous avons, dès le lendemain, pris l'initiative de nous rendre sur le terrain avec nos administrés, à leur côté, pour faire passer un message. Le message, c'est celui-ci. Il n'y aura aucune zone de non-droit à Ajaccio tant que nous serons en responsabilité. Alors justement, ce message de non-droit, vous parliez de non-stigmatisation d'un quartier, non-stigmatisation non plus, on a vu monter certaines volontés de stigmatiser certaines populations. Oui, malheureusement, lorsque moi j'achète le journal, il y a des noms de Corse aussi. Donc attention à la stigmatisation, je pense que la drogue, elle n'est pas propre à une communauté ou à une autre. Donc soyons prudents à ce niveau-là. Comment on fait justement pour offrir un autre modèle à la jeunesse? Offrir un autre modèle, il y a tellement de belles choses à faire, et surtout en Corse. Il y a tellement d'associations qui œuvrent justement pour divertir cette jeunesse, pour les aider. Nous, je vais en revenir toujours au pouvoir public. Lorsque nous créons dans des quartiers dits sensibles des équipements comme le conservatoire de musique, comme une maison quartier, comme une agora, nous essayons d'inciter ces jeunes à faire autre chose. Et je pense que nous arrivons. Merci beaucoup, Alex Farina. Merci. À Merci, tout à Maria. l'heure. Bonjour, Alex Farina. Bonjour Maria. On vous retrouve donc pour cette semaine de Sguard où on parlait ce matin de la problématique de la drogue. Vous avez dit qu'il y a de la drogue partout, y compris sur le cours Napoléon. Exactement, voilà, ne surtout pas stigmatiser certains quartiers de la ville dits prioritaires ou dits défavorisés. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui gangrène Ajaccio, notre île, la Corse, mais aussi l'Europe et le monde. Comment on gère justement entre la prise en charge des consommateurs, on va dire, et puis quelque chose qui est beaucoup plus du domaine du régalien, de la police aussi, mais néanmoins, il faut s'y intéresser. Nous nous y intéressons fortement parce que déjà nos agents avaient été touchés, mais au-delà de ça, nous avons aujourd'hui, sous l'égide de mon collègue Charles Voglimach, adjoint à la sécurité, musclé notre police municipale. C'est-à-dire que depuis peu, un nouveau directeur de la police est arrivé sur Ajaccio, un directeur de proximité, c'est-à-dire qui va dans les quartiers, au plus près des gens, qui récolte de l'information, qui a une véritable sensibilité, qui a compris les enjeux de la municipalité à ce titre-là. Nous sommes montés en puissance à ce niveau
concernant la police municipale, il y a des rondes qui sont effectuées, des veillées. Et puis ensuite, nous avons créé, grâce à ces GPO, justement, un travail de consensus, travaillant main dans la main avec le procureur et la police nationale. Est-ce que c'est un débat qui doit s'inclure dans un débat encore plus large? On l'a vu à la collectivité de Corse à travers ce débat sur la mafia. Oui, bien entendu, mafia, drogue, c'est toute cette économie un peu souterraine qui gangrène la Corse. Par contre, c'est une économie souterraine qui la gangrène depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, moi, je suis favorable à ces discussions autour de la mafia. Bien entendu qu'il faut l'évoquer. Par contre, ensuite, je dirais, c'est toujours pareil. Que fait-on? Voilà, parler autour d'une table, dire, voilà, regrouper des associations, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir prendre acte et agir. vous parliez donc de cette police municipale qui était beaucoup plus musclée. Quelles sont ses missions plus précisément? Vous avez évoqué des rondes dans les quartiers. Comment ça marche? Nous avons axé notre police municipale à Ajaccio sous un nouvel angle. Nous voulons une police de proximité, au plus proche de l'Ajaccien. Pas une police qui va constamment aller verbaliser, agresser, être derrière. Non, ça, on va le faire lorsqu'il y a vraiment des choses à ne pas faire, à ne pas franchir. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'incivisme. Voilà, à ce moment-là, on va sévir et sévir fort. Par contre, ensuite, la police de proximité, elle est au plus près du citoyen et elle est dans l'intérêt du citoyen. Et lorsque nous disons que nous avons renforcé ces patrouilles dans ces quartiers populaires, dits sensibles à ce trafic de drogue, eh bien, nous avons des agents aujourd'hui qui ont à cœur de travailler pour leur ville et qui le font volontiers. Voilà, lorsque le directeur de la police participe aux réunions publiques, vient au contact de la population, va dans ces quartiers, discute, prend de l'information, ça c'est un véritable travail de terrain et il est à louer. Quels sont les retours justement qu'il a pu avoir? Les retours qu'il a pu avoir, déjà, ils sont positifs parce que les gens sont rassurés de voir des forces de police chez eux, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps dans certains quartiers. Et puis aujourd'hui, voilà, grâce à ces groupes de partenariat opérationnel, il y a un maillage qui est effectué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police municipale vient en renfort de la police nationale, la police nationale vient en renfort du procureur, et ça nous permet justement voilà, de mailler ce terrain et d'avoir des résultats concrets. Et nous nous rendons compte qu'il y a des saisies de drogue très importantes. Aujourd'hui, je pense que ça fait peur aux consommateurs, et ça fait peur surtout à ceux qui en profitent et à ceux qui commercent dessus. Il y a, on a vu des points de deal devant les collèges, devant les établissements scolaires. C'est particulièrement inquiétant. Inquiétant, il faut les repérer, les détruire. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait le jour où nous sommes allés au quartier des Cannes, là où nos agents ont été agressés, là où il y avait des voitures ventouses, là où était établi ce point de deal, et nous l'avons démantelé aujourd'hui. Si un autre est avéré ailleurs, il sera démantelé aussi. Merci beaucoup, Alex Farina. Merci, Maria. À demain. Bonjour, avant-dernier rendez-vous de la semaine en compagnie d'Alex Farina. Bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio, des municipales qui vont pas tarder à arriver, même si on a l'impression que c'est un peu loin. Êtes-vous dans les starting blocks? Oh, dans les starting blocks, vous savez, voilà, vous l'avez dit, il reste encore 2 ans. Il y a 2 temps. Il y a le temps du travail, de responsabilité, et ensuite viendra le temps démocratique où nous nous présenterons devant les Ajacciens avec un bilan à défendre. Et à ce moment-là, oui, nous battrons campagne comme nous savons le faire. Pourriez-vous être candidat? Aujourd'hui, il y a une équipe en place avec une tête de liste qui est Stéphane Sbraj, qui est un bon maire, qui est un maire qui travaille ses dossiers, qui connaît le terrain, qui a énormément travaillé sous la précédente mandature pour que vous puissiez voir ces projets qui aboutissent aujourd'hui. Donc c'est un maire qui mérite d'être connu et je suis dévoué et derrière lui. Alors quand on est aux responsabilités, on est forcément aussi un petit peu en campagne. On est en campagne. Moi, je suis un élu terrain. C'est-à-dire, je vais à la rencontre des Ajacciens, je le fais spontanément, je le faisais avant mon mandat, parce que je suis Ajaccien avant tout. Avant d'être élu, je le répète souvent. J'ai les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, mais j'ai à cœur et avant tout l'amour de ma ville. C'est ce qui me motive tous les matins en allant travailler. Je veux voir aboutir des projets. J'aime que ma ville, je dis souvent, se modernise. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, il y a des projets qui aboutissent. C'est ça le rôle d'une collectivité, c'est ça le rôle des pouvoirs publics. Vous le voyez, il suffit de lever les yeux à Ajaccio, il y a des travaux, les projets sortent de terre, il y a des réfections. On a lancé la place du Diamant, ce sera
pour la prochaine mandature. Mais aujourd'hui, on a refait le cours Napoléon entièrement, une réflexion totale, revégétalisation. Nous nous sommes attaqués à la place Foch. Nous avons récupéré la citadelle, pardonnez-moi du peu. Les Ajacciens en étaient privés depuis 4 siècles. Le Casone, qui était un véritable écrin napoléonien, était à l'abandon. Aujourd'hui, il a retrouvé son lustre d'antan. Nous avons travaillé en amont dans les quartiers prioritaires de la ville, les Salines, avec la plage Jean Casil, un stade, une école, les Cannes, qui se sont désenclavés, ouverts sur la mer. Je vais parler du conservatoire Henri Thomas, dans un quartier comme le Finosé, le véritable équipement culturel. Donc, il y a des projets à Ajaccio, l'achat de la Miséricorde avec le parking. Nous travaillons beaucoup, Maria. Quel sera votre principal adversaire? On ne va pas dire ad nominem, hein, voilà, mais votre principal programmatique? Écoutez, moi j'ai envie de dire, déjà nous n'avons pas d'adversaire. Nous avons aujourd'hui dans notre opposition en conseil municipal des élus avec qui nous ferraillons lors de conseils municipaux, mais avec qui nous avons les meilleurs rapports qu'ils soient. C'est-à-dire nous avons la chance, je le dis à Ajaccio, d'avoir une opposition constructive qui prend part à nos projets lorsqu'il leur semble correct. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition de principe. Ça fait mal à la démocratie, ça fait mal surtout aux Ajacciens. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire que lors de nos débats municipaux, l'opposition joue son rôle, un vrai rôle d'opposition. Par contre, c'est une opposition constructive. Et ça, je m'en félicite. Merci beaucoup, Alex Farine. Merci Maria. À demain. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour, Alex Farine. Bonjour, Maria. Quels sont les projets d'Alex Farine? Les projets d'Alex Farine, améliorer le quotidien des Ajacciens, être au plus près des préoccupations, voir ma ville évoluer, se moderniser. Je veux une ville où il fait bon vivre. Je veux voir des projets sortis de total, je veux voir du concret. Moi, je suis pragmatique, je ne crois qu'au concret. Je ne crois pas aux incantations, je ne crois pas aux politiques de parti. Je ne suis désigné par personne. Moi, je suis Ajaccien, je travaille au nom des Ajacciens et ça me convient parfaitement. Je ne suis désigné par personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte lors des dernières élections municipales que certains candidats étaient désignés depuis Bastia, parfois, au nom d'un parti, par un homme. Voilà, donc je le répète, moi je suis Ajaccien. Et c'est les Ajacciens qui comptent aujourd'hui. Et c'est pour eux que je me suis engagé dans la vie politique. Et c'est pour ma ville. Les projets, justement, on les a évoqués tout au long de cette semaine. Celui que vous voudriez voir aboutir à tout prix? Aboutir à tout prix, ce serait la citadelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une symbolique derrière la citadelle. C'est la naissance d'Ajaccio, la première pierre en 1492. 5 siècles après, nous avons réussi à la récupérer. Moi, aujourd'hui, lorsque je vois des Ajacciens dans cette citadelle, la rendre vivante, eh bien, je vous dis, j'en parle même avec les frissons, c'est quelque chose qui me touche. Parce que c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Cette citadelle, elle est merveilleuse, elle est ouverte vers le golfe. Nous travaillons aussi dans notre projet urbain aux alentours de cette citadelle, avec des piétonisations, avec des réflexions du centre-ville pour revitaliser ce centre-ville. La citadelle, c'est notre joyau et c'est l'Ajaccio de demain, ce sera l'Ajaccio de nos enfants. La citadelle qui est plutôt boudée par les Ajacciens, c'est plus les touristes qui la fréquentent. Alors moi, cette année, c'est cette année parce que nous avons eu les chiffres. Et je peux vous assurer, Maria, et je vous invite... C'était des dires même des représentants de la citadelle qui ne se l'expliquaient pas d'ailleurs. Alors les touristes, oui. Les touristes l'été, lorsqu'ils viennent. Par contre, aujourd'hui, il y a à l'intérieur de la citadelle des boutiques éphémères, c'est-à-dire des commerces, des Ajacciens qui se sont établis à l'intérieur. Une guinguette qui attire à l'année où il fait bon aller déjeuner, j'ai envie de dire, parce que la citadelle, c'est un confort, c'est piéton, c'est un charme fou, la citadelle. Et vous savez, moi, je vois quand même, j'y vais, donc je vois quand même énormément d'Ajacciens. Alors, surtout l'été, parce qu'on sait qu'il y a une attractivité débordante là-bas, mais la citadelle est ouverte. Donc, on le dit aux Ajacciens. On le dit haut et fort. Ce projet, justement, de piétonisation autour du centre-ville, on en est où? Le projet de l'hypercentre. Alors, le projet de piétonisation, il est bel et bien lancé. Parce que vous l'avez vu l'an dernier, nous avons fait une première expérimentation. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec les commerçants, avec les riverains, pour offrir un cadre de vie aux Ajacciens qui soit plus agréable. Voilà, arrêter dans ces zones, on va dire, assez étroites, de faire passer des véhicules. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un projet cohérent, c'est-à-dire un projet piéton autour d'Ajaccio, avec des relations entre la place camping et sa halle gourmande, qui est devenue un lieu de vie, qui attire de plus en plus d'Ajacciens sur le marché, avec une continuité piétonne dans ces rues Roi de Rome, Bonaparte,
qui arrive à la Citadelle, la place du Diamant qui sera prochainement rénovée, la place Foch entièrement revégétalisée. Voilà, ça c'est un projet urbain et c'est un projet d'aménagement, un véritable projet. La Halle Gourmande a trouvé un second souffle pour vous? La Halle Gourmande a trouvé un second souffle lorsque nous sommes arrivés, lorsqu'elle est sortie de terre, nous sommes sortis en pleine période de Covid. C'est-à-dire que pendant un an et demi, on interdisait les gens de se réunir à l'intérieur. Aujourd'hui, la Halle Gourmande, elle compte tous ses bancs de poissonniers remplis et 12 stands de gastronomie pleins. C'est-à-dire qu'on trouve de tout aujourd'hui à la Gourmande. On trouve un boucher, on trouve un pâtissier, on trouve un maître sushi, on trouve un restaurant italien, on trouve bien entendu des bars, une crêperie. Et puis, je descends le week-end, j'adore me promener sur les quais et me rapprocher de cette place. Elle est fréquentée par les Ajacciens aujourd'hui, cette halle. Merci beaucoup Alex Farina d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. Merci beaucoup Maria.